La liberté d'expression, c'est ce qui crée notre individualisme, car elle permet à tout le monde d'avoir un avis qui lui est propre. C'est ce qui fait que t'es spécial, et moi aussi. Mais notre avis, on le crée via ce qu'on a lu ou entendu. Et c'est sûr que t'as déjà entendu ces phrases. Il y a trop de fake news sur internet, Wikipédia n'est pas fiable, ou encore YouTube rend débile. Elles sont faites pour te mettre dans la tête que la seule source d'information viable, c'est la presse. Presse qui est contrôlée par l'État. En gros, il influence énormément notre façon de penser, et ça, c'est pas normal. Alors si tu veux en savoir plus, installe-toi bien, on rentre dans le vif du sujet. Déjà, laissons-nous nous poser une question. Pourquoi la liberté d'expression est-elle si importante? Pourquoi est-elle fondamentale? La réponse, on l'a déjà dit, c'est que ça crée de l'individualisme. Mais pas que. En effet, la liberté d'expression engendre la liberté de la presse. Et même si au premier abord on peut trouver ça cool, mais sans plus, c'est littéralement un pilier essentiel dans la démocratie. Sans elle, on tombe dans le totalitarisme. En fait, la presse permet de faire éclore la vérité aux yeux du peuple. Elle révèle ce que certains aiment cacher, scandales politiques, corruption, violence policière, atteinte aux droits de l'homme, etc. C'est ce que l'on appelle un contre-pouvoir. Par exemple, aux États-Unis, elle a révélé des affaires comme le Watergate ou les Panama Papers, affaires que le gouvernement voulait cacher au public. Expliqué simplement, le Watergate, c'est Nixon et son équipe qui décident en 1972 de cambrioler le siège du Parti démocrate pour les espionner. Il a tenté de cacher l'affaire, mais suite aux enquêtes des journalistes, il a démissionné du poste de président. Pour les Panama Papers, c'est plus récent, car ça date de 2016. On parle de journalistes qui ont découvert une fuite énorme de 11 millions de documents, impliquant de puissantes personnalités comme des proches de Poutine et Lionel Messi qui ont fait de la fraude fiscale et du blanchiment d'argent. On peut citer des histoires françaises similaires comme celle de Jérôme Cahuzac qui était ministre du budget en 2013. Et alors qu'il était censé lutter contre la fraude fiscale, la presse lui a trouvé des comptes bancaires cachés en Suisse. Ainsi, en exposant ces faits, les journalistes protègent la démocratie contre ses propres dérives. J'irais même jusqu'à dire que le niveau de liberté de la presse peut être utilisé comme baromètre de la démocratie. Lorsque les journalistes sont muselés, menacés, emprisonnés ou censurés, c'est un signe que le régime est en train de dériver vers l'autoritarisme. En outre, les régimes autoritaires contrôlent les médias pour manipuler l'opinion publique et imposer la version officielle des faits qui leur convient. A l'inverse, dans une démocratie solide, la presse est totalement indépendante des pouvoirs politiques et économiques. Les journalistes peuvent ainsi exercer leur métier sans aucune représailles, quel que soit leur dire. D'ailleurs, je vous rappelle qu'en France, on s'est battu pour la démocratie et donc pour la liberté d'expression et de la presse. Et je parle pas que de 1789, il y a aussi tout le combat qu'on a mené pour enfin arriver à la 4ème République. Alors laissez-moi faire une aparté pour vous montrer à quel point les Français et sûrement même vos ancêtres se sont battus pour les libertés. La presse est au sommet de nos pensées, et si elle est libre, nos pensées aussi. Car plein d'opinions libres de plein de journalistes différents ne subissant aucune pression politique ou économique mènent à une diversité humaine. Chacun a sa propre vision du monde, chacun pense de lui-même, chacun est différent. Et la différence mène au progrès, car c'est grâce à elle que des idées hors du commun peuvent éclore. Mais et si une seule idée était diffusée sur tous les médias à la fois, ajustée selon les publics pour faire croire à une diversité d'opinions? Imaginez un arbre qui est l'idée centrale. Chaque branche est une version dérivée de cette idée faite pour plaire à un certain public. Et le fruit des branches serait un parti politique, véhiculant des idéologies à première vue totalement différentes des autres partis, mais qui reliées entre elles mènent à l'idée originelle qu'une entité supérieure veut nous faire rentrer dans le crâne. Pour l'instant, vous me prenez pour un complotiste. Et ça se comprend, vous n'avez pas encore toutes les pièces du puzzle, donc le tableau final est très flou dans vos têtes. Alors laissez-moi vous guider pas à pas vers cette représentation qui détruit la liberté de la presse. À vrai dire, une des pièces centrales du puzzle, c'est la presse elle-même. D'ailleurs, est-ce qu'au final, elle ne serait pas un peu trop puissante en France? Car ce qui guide nos pensées, c'est l'information qu'on rentre dans nos boîtes crâniennes. Or, si toute l'info qu'on a vient du même endroit, c'est cet endroit qui crée nos pensées. Vous voyez, quand j'étais gamin, ma prof me disait souvent « Wikipédia, c'est pas bien, ne l'utilisez pas, car n'importe qui peut écrire n'importe quoi dessus. Si j'ai envie, je peux même dire que la Seconde Guerre mondiale n'a pas existé et ça marchera. » C'est faux, en fait. Parce qu'évidemment que tout le monde peut écrire dessus, c'est le principe de la putain de liberté d'expression, faut pas l'oublier. Et il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui sont là pour vérifier les informations et atteindre l'article parfait. Regardez, ça c'est des milliers de débats entre nerds de Wikipédia pour déterminer si de subtils détails sont vrais ou faux. Donc non madame, vous pouvez pas faire croire au monde entier que la Seconde Guerre mondiale n'a jamais existé grâce à Wikipédia. Bon, la vérité c'est que je lui ai pas du tout répondu ça. Je lui ai même pas répondu en fait, parce que j'étais pas encore assez con pour répondre au prof. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que dès notre plus jeune âge, on est confronté au mythe de la presse toute puissante. Ce fantasme entretenu par les médias et l'État que la seule source d'information viable est la presse
traditionnels. Pourquoi? Parce que ça permet ensuite de faire rentrer certaines idées dans nos têtes beaucoup plus facilement. Et mon exemple n'est pas le seul, on entend à tout va, il ne faut pas croire ce qu'on lit sur internet. Ou bien, il y a vraiment beaucoup de fake news sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai, tout le monde peut se tromper ou partager intentionnellement de fausses informations. Cependant, internet permet quand même à tout le monde de partager ses idées et ainsi de nouvelles sources d'informations se créent. Sauf si elles sont contrôlées minutieusement par l'État. Ouais, on n'est pas libre sur internet. D'ailleurs, si ça se trouve, ma vidéo va se faire ban. J'espère qu'on n'en est pas jusque là, mais bon. De fait, la France a beaucoup plus de ressources qu'il n'y paraît, mais on en reparlera dans un petit moment. Ce qu'il faut comprendre est assez simple en réalité. Qui maîtrise l'information maîtrise le monde. Et les médias traditionnels comme la télé, la radio et les journaux, en décrédibilisant les nouveaux médias, se placent en tant que seuls diseurs de vérité pour la grande majorité des gens. Les Français, regardant BFM TV ou CNews, voient l'information à l'état pur et la consomment sans modération, prenant tout pour des faits avérés et fondamentalement justes. Il y a un vrai monopole de l'info. Or, tout ce qui est dit par ces grandes chaînes de télé ne sont ni objectifs ni vrais. Évidemment, je dis pas que l'information diffusée est fausse. Néanmoins, elle est ajustée et bidouillée pour plaire au public et servir l'intérêt de puissances commerciales et étatiques. À vrai dire, l'information n'est qu'un outil marketing à très grande échelle utilisé par ces derniers. Pourquoi croyez-vous que les patrons des chaînes sont des milliardaires et pas des institutions publiques? La vérité, c'est que c'est pour servir leurs intérêts. En effet, en manipulant les faits divers, les débats et la façon globale de parler sur les chaînes TV, on peut toucher l'opinion publique directement. Ou en tout cas, une partie attachée au spectre politique de la chaîne télévisée. Ok, si on prend les trois plus grandes chaînes d'infos françaises, BFM TV, CNews et LCI, elles sont toutes possédées par un grand milliardaire. Respectivement Patrick Drahi, Vincent Bolloré et Martin Bouygues. Bon, analysons-les une par une. Déjà, BFM TV, la chaîne la plus regardée en France. Elle est plutôt centre-libérale et met en avant l'économie de marché, le business et l'Europe sans fourrer son nez dans les sujets trop sensibles. Quant à son proprio, Drahi, il est ultra-capitaliste et vise une grosse croissance pour bâtir un empire. Il possède SFR et Altice, une société de câblage internet. Si on relie le tout, on comprend que son objectif est de rester neutre et ouvert à la croissance économique. Il préserve ainsi une image propre politiquement parlant, ce qui lui évite les régulations télécom qui détruiraient son business. Ensuite, pour ce qui est de CNews, on n'est pas sur le même combat. La chaîne est de droite, voire d'extrême droite selon certaines sources, et parle souvent de déclin de la France avec des thèmes comme l'insécurité et l'immigration. Bolloré est conservateur, il croit à la famille et à la nation. C'est pourquoi CNews est pour lui une machine à diffuser ses idées. Il veut influencer la jeunesse en la poussant vers la droite tout en enracinant le conservatisme dans la pensée collective. Enfin, qu'en est-il de LCI, la chaîne d'info de TF1? Bah, on est sur une vision des choses relativement différente aux deux autres. Ici, on est sur du centre droit, cherchant à éviter les clashs politiques le plus possible pour garder une image crédible, neutre et sérieuse. Le but, c'est de faire passer de subtils messages économiques et sociaux tout en gardant les relations de Martin Bouygues prospères. Il souhaite ne pas se faire d'ennemis, c'est pour ça qu'on parle de neutralité. Et il veut quand même avoir un léger pouvoir vis-à-vis de l'opinion publique. Bon, ce qu'on en tire de tout ça, c'est que les journalistes ne sont pas libres et que donc nous non plus. Nous sommes presque voués à consommer une info biaisée, créée pour manipuler notre façon de penser. Le truc, c'est que j'ai omis une info capitale. Certes, les milliardaires manipulent l'information via leurs médias, mais ils sont limités par une puissance à des kilomètres au-dessus d'eux, l'État et ceux qui le dirigent. Si on devait donner des points de pouvoir pour classer les gens, disons qu'un millionnaire est à 10, un milliardaire comme Bolloré est à 1000 et l'État est à 1 million. Ça fait beaucoup de pouvoir, hein? Presque trop. En fait, la France manipule encore plus l'information que les gars qu'on vient de citer. Si les journalistes n'étaient pas déjà libres, là ils le sont encore moins, obligés de dire ce que l'État leur laisse dire. Je rigole vraiment pas, hein, mais si vous me croyez pas, écoutez-moi bien. Il existe une institution au-dessus de toute la presse française, l'agence France Presse. Son rôle est de fournir aux journalistes des faits exploitables pour en faire des articles. Pour que ce soit plus clair, disons que je suis Jean Bernard, journaliste de 50 ans pour Le Monde, et que je cherche un nouveau sujet pour écrire dessus. Je vais me rendre sur le site de France Presse, accessible parce que je suis journaliste, et je vais commencer à regarder ce qu'on me propose. Ah, là je viens de voir un super sujet, il y a eu un nouveau député français qui est controversé. Déjà, je me base que sur ce qu'il est autorisé de dire, ou plutôt sur les infos qu'on me fournit, mais soyons honnêtes, on me fournit que ce qu'on veut que je dise. Donc je commence à écrire mon article en veillant bien à respecter deux choses, le biais de négativité et la ligne éditoriale du journal. Le biais de négativité est ultra puissant, car les gens cliquent plus sur défaite de l'Ukraine que victoire de la Russie. C'est génétique. Bref, j'ai fini d'écrire, on relit mon article, et comme j'ai bien respecté les valeurs de Le Monde, c'est bon, il est publié. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que la France décide de ce que disent les journalistes indirectement. Alors oui, je sais qu'ils peuvent se sourcer chez des institutions mondiales comme l'OMS ou même Bloomberg. Néanmoins, pour les faits français et pas internationaux, bah il reste plus que les chaînes TV et les journaux. Sauf qu'où est-ce qu'ils se sourcent? Oui, il est là le problème. En plus, même pour les faits internationaux, ils préfèrent souvent garder un point de vue français, puisque c'est la narrative journalistique qui prédomine en ce moment et que donc les gens préfèrent et auxquels ils sont habitués. Je vous assure que si on parle de Trump du point de vue des Américains sur BFM TV, Germaine, 75 ans, elle va être choc-barre de baiser. La narrative journalistique,
c'est un peu l'histoire actuelle racontée du point de vue de la presse. Et celle de la France est très bien calculée pour raconter une histoire précise, sans dérive et qui va dans le sens des objectifs de ceux qui dirigent le pays. Dans cette narrative, il y a eu le vaccin du Covid est la solution idéale, ou encore Trump et Poutine sont des méchants débiles. La presse raconte et fait croire aux Français ce qu'elle veut. Par exemple, quand la presse a relayé en masse des infos du type Poutine est gravement malade ou Poutine est atteint de paranoïa, c'est clairement pour construire une narrative. Une narrative se crée à coup de condamnation de justice. Ainsi, pour revenir à Poutine et au vaccin, on va qualifier les gens de pro-Poutine, anti-vax, voire même de complotistes. Bref, on met ceux qui vont contre la narrative à la marge tout en poussant la majorité à les mépriser. En plus, comme on est des moutons, on suit la masse et on se pose pas trop de questions. Le problème, c'est que pour construire une narrative, des infos martelées par la presse peuvent être diffusées en cachant certains éléments et en modifiant la vérité. Par exemple, quand les vaccins du Covid ont été présentés comme le remède miracle, des effets secondaires dangereux ont été omis par les institutions publiques. La presse modifie les infos comme elle le souhaite. Après, je sais ce que vous pensez. On est sur internet, donc c'est ici que les gens peuvent parler librement. De plus, sans craindre de représailles ni en se faisant influencer. Bah en fait, non. À cause de l'Arcom et du système de fact-checker. Donc l'Arcom, c'est une institution française qui surveille les contenus sur internet et travaille avec les plateformes pour améliorer la modération. Mais comme vous vous en doutez, l'Arcom à elle toute seule ne peut pas modérer tout internet, donc ils font appel aux fact-checkers, soit en français vérifieurs de faits. Des gens ou des entreprises dont le but est de regarder si les contenus diffusés sur internet sont véridiques et conformes aux lois en place. Et si c'est pas le cas, comme ils ont accès à des outils spéciaux fournis par les plateformes, ils suppriment le contenu et bannissent les utilisateurs. Certains d'entre vous trouveront ça génial parce que ça permet de lutter contre la criminalité et la déviance, par exemple contre la pédocriminalité. Mais moi je le vois pas exactement comme ça. Ce que je comprends, c'est que des inconnus ont les pleins pouvoirs sur les réseaux sociaux et suppriment ce qui va à l'encontre des valeurs d'un pays. Bizarre, non? En fait, dites-vous qu'ils sont admins d'absolument tout. YouTube, Twitter, Instagram et même Apple Messages. Perso, je suis persuadé que s'ils le veulent, les États peuvent avoir accès à toutes les conversations sur Telegram, dites cryptées. Pour moi, c'est juste du marketing. Bon, pour revenir à Apple Messages, la pomme s'autorise à fouiller partout sous prétexte du terrorisme. Sauf que sous prétexte du terrorisme, tu peux faire tout, sans aucune limite. J'ai pas d'exemple français, mais c'est pareil dans tous les pays, alors laissez-moi vous parler rapidement des Twitter Files. De ce que j'ai compris, la NSA ou une autre organisation puissante chargée de bannir des comptes terroristes sur Twitter aux États-Unis s'est servi de son pouvoir pour bannir des républicains. En tant que Français, on se rend peut-être pas compte, mais c'est une dinguerie monumentale. L'endroit où on parle le plus politique sur Terre était en fait biaisé de base. On limitait un des deux partis politiques majeurs des États-Unis. On l'empêchait de s'exprimer. Les démocrates se croyaient même en supériorité numérique. Alors, c'est pas totalement prouvé. Et après ce que je viens de vous dire, vous vous doutez que c'est difficile de trouver des sources. Mais bon, ça se voit clairement que depuis qu'Elon a arrêté la censure sur Twitter, il y a beaucoup plus de républicains. Trump a même gagné les élections. Maintenant, et si au final tout ça c'était voulu? Et si c'était voulu que je vous en parle? Car peut-être que ceux qui dirigent la France et donc nos esprits en quelque sorte, veulent que certaines personnes sortent du lot et disent aux autres qu'on les contrôle. Et si tout ne faisait partie que d'une narrative encore plus grande, impossible pour nous simples mortels à imaginer.